La critique se poursuit, on parle de spectacle vivant sur petit écran. Je suis toujours en compagnie de Philippe Chevillère, rédacteur en chef culture au journal Les Échos. Et nous a rejoint en ligne Charles Ardenne, critique musical et fondateur du site Olyrics. Tout à l'heure, nous parlerons de Mithridate, le Mithridate filmé d'Éric Vignier. Mais tout de suite, Actéon. À moi aussi, il m'arrive de lancer mes pensées comme des chiens et des chiennes sur les traces de la vérité nue. Alors, mes pensées se retournent contre moi et me font mourir sous leurs dents cruelles. C'est la comédienne Judith Chemla qui raconte sur scène cette fable tirée des Métamorphoses d'Ovide avant que l'orchestre ne commence à jouer. L'histoire d'Actéon, ce jeune héros chasseur qui, dans la forêt, aperçoit la déesse Diane dans son plus simple appareil, provoquant ainsi les foudres divines, et le voilà transformé en cerf et dévoré par sa propre meute de chiens. Ce petit opéra est signé Marc-Antoine Charpentier, écrit probablement en 1684 pour la duchesse de Guise, interprété ici par l'ensemble Les Cris de Paris, Geoffroy Jourdain à la direction. Cette mise en scène de Benjamin Lazare est une mise en vidéo, faute de public. Le spectacle a été filmé en plan séquence au théâtre du Châtelet. Sur scène, un panneau reproduisant une forêt de Douanier Rousseau, des aquariums figurant des fontaines, des tapisseries au sol et une caméra extrêmement mobile. Charles Ardenne, qu'est-ce que vous faites de cet objet étrange, objet de confinement ? Eh bien, j'y plonge avec fascination. Vous avez très justement dit que cette création a été faite et maintenue faute de public, mais elle a été aussi réinventée, métamorphosée. Je trouve d'ailleurs que c'est le fil rouge et le point commun entre tous les spectacles dont nous allons parler aujourd'hui, bien entendu, et qui mettent en scène et qui questionnent et qui créent et qui continuent de créer et qui recréent, non seulement malgré le fait qu'il n'y ait pas de public, ce qui change bien entendu toutes les conditions du spectacle vivant, mais en s'appuyant d'une certaine manière sur cette absence et sur le contexte pour nous en dire quelque chose grâce aux œuvres. Et je trouve notamment que cet Actéon résonne particulièrement avec la période actuelle. Comme vous l'avez dit, l'histoire d'Actéon, c'est l'histoire de ce chasseur qui voit ce qu'il n'aurait pas dû voir. Il voit la déesse et ses nymphes au bain. Et en fait, nous sommes aussi, nous, spectateurs, face à ce qu'on ne devrait pas voir, à ce qu'on n'aurait pas dû voir, un théâtre vide, puisque Judith Chemla nous prend la main en fait et nous amène depuis les coulisses, depuis les sous-sols du Châtelet, hein, en passant par les escaliers jusqu'à ce plateau qui a l'air désert, qui est très sombre, qui joue beaucoup de clair-obscur, n'est-ce pas? Et nous sommes face à cette création recréée. J'ai trouvé en tout cas ce dispositif fascinant, avec notamment, vous l'avez dit pour conclure pour moi sur ce point, la caméra, l'usage de la caméra, le plan séquence qui renforce la continuité du propos
et le fait qu'il y a un changement de perspective puisqu'on passe d'une vue objective à une vue subjective. C'est-à-dire que d'un coup, la caméra devient notre regard juste au moment où Actéon voit ce qu'il n'aurait pas dû voir et ensuite on rentre dans sa peau et on se voit comme si nous-mêmes étions transformés en cerf. C'est une mise en scène qui est très élégante, à l'image des costumes qui sont très beaux. Les hommes sont en costume noir, en smoking. Les femmes sont dans des costumes drapés extrêmement élégants. Et il y a un choix très littéral, c'est-à-dire qu'il y a une fontaine, donc il faut qu'il y ait de l'eau. On utilise des aquariums. L'Actéon est vraiment transformé en cerf. Il y a un masque magnifique, translucide, et puis une peau de bête qui vient couvrir les épaules d'Actéon. Le sang coule vraiment. Il y a quelque chose de très littéral dans cette mise en scène de Benjamin Lazare. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Philippe Chevillet ? Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'avais découvert Benjamin Lazare avec des spectacles, et notamment Pyramétis B, avec des bougies, le vieux François. Et là, on est dans une vision beaucoup plus moderne. On est emmené par ce plan séquence. C'est vrai que c'est la première chose qui frappe, c'est de se dire, voilà, on est passé... à cause ou grâce au confinement, à vraiment entrer dans un nouveau monde au niveau de la captation. On a un vrai film conçu pour être regardé. C'est pas aussi bien qu'être dans la salle, mais franchement, ça donne... autre chose, c'est surtout ça qui est intéressant. C'est autre chose et ça donne vraiment envie de regarder jusqu'au bout et on est touché. Moi, je trouve ça assez habile la façon dont il utilise finalement très peu d'éléments, mais de décors. Ces aquariums, je trouve ça assez malin parce qu'il y a un côté un peu humoristique et en même temps c'est assez poétique. Un aquarium dans l'aquarium d'une télévision. Il y a beaucoup de jeux sur les ombres et les lumières. Le traitement, justement, le traitement du passage de la pastorale au tragique avec quand on voit le Actéon en cerf seul sur la scène avec la musique derrière, c'est très très beau. La vision aussi renversée où on voit le théâtre vide, le dernier plan, enfin les premiers plans avec Judith Chemla et les derniers plans, tout est conçu et très bien réalisé. Donc moi j'ai été agréablement surpris par ce spectacle et en plus c'est un côté assez merveilleux parce que cet opéra en 45 minutes, c'est pour des gens qui connaissent pas forcément la Charpentier, tout ça, c'est vraiment une façon d'entrer dedans magique, quoi, parce qu'il y a la musique est belle et c'est merveilleusement mis en scène. Charles Ardenne. Il y a en effet, c'est très touchant, cette fausse naïveté, cette fausse candeur. C'est pour ça qu'un des éléments scénographiques centraux dans cette vidéo, c'est un tableau du Douanier Rousseau, hein, donc un peintre qu'on a qualifié de primitivisme ou naïf, mais c'est une fausse naïveté qui permet d'exprimer d'une manière d'autant plus puissante à la fois la situation que raconte l'opéra et la situation actuelle. Vraiment, ces résonances, je les trouve impressionnante. Ce tableau du Douanier Rousseau, hein, qui est le cheval attaqué par un jaguar, hésite entre une étreinte et un déchirement, et ça résonne avec la manière dont Actéon est à la fois déchiré, vous l'avez dit, avec du sang par les nymphes, mais en même temps dans une caresse et dans une étreinte. Voilà, il y a tout cet enjeu du baiser mortel, de l'étreinte interdite qui concerne à la fois le spectacle et notre vision de spectateur en ce moment. Philippe Chevillet. Et alors moi, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, ça fait partie du film et de l'effet produit, c'est la prise de son qui fait qu'on a parfois, quand on regarde un opéra et on a les images un peu figées ou les gros plans, et là on a tout d'un coup, on se rapproche des chœurs, on a l'impression qu'ils chantent plus fort, on a l'orchestre aussi, on entend des instruments parce que la caméra est plus proche d'eux, et du coup on a ce sentiment d'urgence, c'est à la fois un plan séquence et on a vraiment l'impression du live, même si on le regarde 3 fois, on a l'impression qu'on est en train d'assister vraiment à du direct et une urgence qui est vraiment galvanisante. Alors autant je trouve en effet l'image très belle, et vous avez parlé de la lumière, elle est parfaitement réussie. Là on sent que Benjamin Lazare travaille la lumière. Vous parliez des bougies tout à l'heure, Philippe Chevillet, là il n'y a pas de bougies, mais il y a une très grande attention au contraste lumineux. Il y a même à un moment un jeu d'ombre chinoise, puisque Actéon passe derrière le panneau représentant la peinture de Douanier Rousseau, et on voit juste
l'ombre de son masque. En revanche, sur justement peut-être cette mise en relief du son, j'ai plus de réserve. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, Charles. J'ai l'impression que parfois ça chante très loin ou ça joue très loin, ou alors l'équilibre entre l'orchestre, le petit orchestre des Cris de Paris, et les chanteurs n'est pas forcément tout à fait au point. Charles Ardenne. Bah, écoutez, pour dire les choses très franchement, moi j'ai en effet des réserves comme vous, mais surtout sur les solistes. Voilà, Mm. bon, en même temps, vu la situation actuelle, ça nous permet aussi de rappeler que c'est très compliqué pour des chanteurs qui sont des sportifs ou des gymnastes ou voilà, des artistes de grande finesse et précision de garder la qualité vocale alors qu'ils ne savent pas s'ils vont chanter, s'ils ne vont pas chanter, qu'ils ne peuvent pas forcément répéter correctement. Et je pense qu'en effet, le déséquilibre qu'on peut ressentir au niveau audio, il viendrait surtout de là, des qualités, on va dire, contrastées des chanteurs. Bon, il faut dire aussi que la partition d'Actéon du rôle-titre est très complexe. Cette voix typique, la tessiture de haute contre, donc typique de ce ténor à la française qui doit être à la fois avoir une assise grave, parce que c'est un chasseur, mais en même temps s'élever dans les aigus avec une finesse incroyable. Bon, c'est un peu compliqué. On a quand même Marie-Lou Jacquard en Junon, qui fait On va écouter. une remarquable prestation vocale. Et moi, j'ai plus eu les mêmes oreilles, je dirais, que Philippe sur la réalisation sonore et la captation, notamment du chœur, mais aussi de l'orchestre, hein, parce que même si l'ensemble s'appelle Les Cris de Paris, qui est le nom d'une chanson de Jeannequin à la base, bah, c'est un orchestre et un chœur. Et en effet, j'ai été fasciné, envoûté aussi par la manière dont les micros rendent une spatialisation, un jeu de timbres et un échange entre les différentes lignes vocales et instrumentales qui est d'une richesse saisissante dans cette partition. On va en reparler, on écoute tout de suite Marie-Lou Jacquard qui interprète Junon, qui est l'espèce de déa ex machina. Elle n'apparaît qu'à la fin de la fable, c'est elle qui appose son bras vengeur sur Actéon. Suona fortuna in modo frage, e Diana baciò l'outrage, qui les fit à ses enfants. N'a que prêté sa main, ma jalouse rage. Oui, Jupiter et perfide beau, que de charmante robe ciel prenne ma place, sans prendre mettre pour les genoux. Mais si jusqu'à son cœur n'arrive pas mes coups, Actéon fut sans sceau, et je jure sur rose, une implacable haine, un éternel courroux. Oui, Marie-Lou Jacquard, qu'on entendait là en Junon, a l'air d'avoir nettement plus d'assises que le reste de la distribution, qui est extrêmement jeune. Je me suis posé la question de ce choix peut-être de la jeunesse des interprètes, et notamment d'Actéon, dont le nom du chanteur est Constantin Goubet. Philippe Chevillet. Oui, moi j'ai été plus sensible effectivement à la colère, enfin pas la colère, plutôt la satisfaction de Diane, Junon pardon, à la fin. Et moi aussi j'étais plutôt, les parties qui m'ont le plus touché sont les parties des chœurs et de l'orchestre. Alors c'est vrai que c'est un peu en dents de scie, à la fois il a une présence, Constantin Goubert, il a du charme, mais bon, c'est vrai qu'il y a des moments où on part un petit peu ailleurs. On n'est pas saisi forcément par sa voix, mais Charles le répétait, c'est quand même les conditions du plan séquence, des conditions de travailler
pas devant un public, pas avec ce qu'apporte le public c'est comme les sportifs, comme il disait, qui jouent dans une salle vide, c'est pas la même chose. Et donc, il est tout à fait excusable. Charles Ardenne, j'imagine aussi qu'il y a des voix qui passent moins au micro, mieux sur scène, peut-être dans ce répertoire-là en particulier. Oui, c'est vrai, en particulier dans ce répertoire. Cela étant, bon, sans vouloir lancer trop de polémiques, nos amis, nos chers amis ingénieurs du son font aussi des miracles et des merveilles et ont tous et toutes l'oreille pour savoir comment, on va dire, améliorer plus ou moins certaines voix, certaines projections. Je vous dis ça parce que bah, nous, en tant que journalistes, on peut encore aller dans la salle. Bon, là, j'étais pas au Châtelet, mais quand on regarde ensuite ou quand on réécoute ensuite le résultat tel qu'il a été enregistré et retravaillé, bon, on s'étonne parce que certains chanteurs qui, en vrai, ont très peu de voix, là, d'un coup, deviennent Ils sont des magnifiés réincarnations par de la Pavarotti. technique. Ouais. Voilà, magnifié par la technique. Donc, bah, écoutez, que ce soit aussi comment dire ça, un compliment qu'on peut faire à la réalisation audio que d'avoir voulu garder des équilibres et des déséquilibres. Et c'est aussi un opéra du déséquilibre. Et des timbres. Actéon, par l'écrit de Paris et Benjamin Lazare. Le film est réalisé par Corentin Lecomte. C'est disponible sur Arte gratuitement. On l'a pas dit, mais c'est une bonne porte d'entrée aussi pour les jeunes. C'est un bon spectacle, je pense, jeune public. 50 minutes d'opéra, parfait pour les petits. France Culture, la critique, Lucille Como. Dans quelques instants, on parlera de Mithridate dans une mise en scène filmée d'Éric Vignier, mais restons encore quelques minutes à l'opéra avec Aimon de Zad Moultaka, créé à l'Opéra du Rhin, capté par France Musique et disponible à l'écoute sur leur site. Charles Ardenne, vous avez été séduit. À quoi est-ce qu'elle ressemble, cette création ? C'est une toute nouvelle œuvre, je crois. Absolument. Eh bien, elle ressemble au mythe antique, puisque Aimon est un personnage notamment connu comme le fiancé d'Antigone, immortalisé dans la tragédie de Sophocle. Elle y ressemble justement, cette création opératique. Dans son point de départ, l'intrigue de base, on dirait, est la même. Aimon et Antigone qui sont séparés par Créon, Créon qui est le tyran de Thèbes et qui veut punir tous ses anciens ennemis et leurs alliés. Elle y ressemble, puisque Antigone aussi se donne la mort, mais il y a une fin qui est différente. Pour cet opéra, le librettiste Paul Audy a changé le dénouement, puisque eh bien, il n'y a pas une succession de suicides comme dans la tragédie antique, mais Aimon, en fait, part de lui-même en exil au lieu de se tuer. Créon, lui, le tyran de Thèbes, abdique. On rappelle donc Aimon pour qu'il monte sur le pouvoir, mais il refuse. Et en fait, bien évidemment, c'est d'ailleurs assumé par les créateurs de cet opéra, c'est aussi une référence à la situation politique actuelle, puisque ça donne quand même un exemple étonnant, dirons-nous, de voir quelqu'un qui est appelé au pouvoir et qui dit non, merci, sans façon. C'est aussi une référence à la situation du Liban, puisque Zad Moultaka est donc compositeur libanais et que cette création opératique a inauguré le festival Ars Mondo, qui est dédié chaque année à l'Opéra national du Rhin, un pays différent, et cette année, c'est sur le Liban. Bon, et puis surtout, moi, on me demande souvent, est-ce qu'il y a des opéras contemporains, des créations qui sont quand même des chefs-d'œuvre et qu'on peut écouter, même avec intérêt et plaisir, ou est-ce que vraiment tout ce qui se fait aujourd'hui est hermétique? Eh ben, je pense qu'on peut citer Aimon comme un exemple d'une création absolument réussie et fascinante, et dans laquelle on peut plonger sans avoir besoin d'être musicologue, puisque la musique est systématiquement au service de l'intrigue, au service des paroles. On comprend et on entend les paroles. Et puis il y a des choses et des idées qui sont fascinantes dans cette création radiophonique, qui ressemble beaucoup à une tragédie. On va parler juste après de Racine, mais il y a ce côté-là, tragédie radiophonique mise en musique, mais vraiment version opéra. Et il y a
Il y a une dynamique qui est fascinante, c'est Raphaël Épée, qui interprète le rôle titre, Aimon, est contre-ténor. Et en fait, dans cette partition, au cours de la partition, il passe de la voix de baryton à la voix de contre-ténor. Ça montre l'étendue de ses talents. Et bien entendu, il y a une symbolique comme ça d'élévation au-dessus des contingences de ce monde. Je vais juste citer 4 interprètes très rapidement. Tassis Christoyanis, qui incarne Créon et qui est le plus français des chanteurs lyriques grecs, qui unit de fait toutes les traditions. L'Antigone de Judith Fa, dont on avait déjà parlé et qui parcourt ici encore tout son ambitus. Béatrice Surya Monzon, qui est vraiment une grande tragédienne en Eurydice, c'est impeccable de fait. Et enfin, l'articulation modèle, même dans les graves de basse, de Geoffroy Buffière en Ilos. On écoute un extrait, c'est la fin de l'œuvre en l'occurrence. J'imagine que c'est Aimon qu'on entend à l'aigu. Ça, c'est ce qu'on appelle un crescendo, des crescendo. Aimon de Zad Moultaka est disponible sur France Musique. France Culture, la critique, Lucille Como. Nous concluons cette critique avec une pièce de Racine fort peu montée, Mithridate, dont s'est emparé le metteur en scène Éric Vignier. Au royaume du Pont, Pharnace et Xipharès apprennent la mort de leur père Mithridate, parti combattre au loin. La question de leur mariage avec Monime, d'abord destiné au roi, se pose alors. Or, Xipharès aime Monime et Monime aime Xipharès. Tout semble se goupiller à peu près, mais là, coup de théâtre, on apprend que Mithridate n'est pas mort. Quoi? Vous êtes ici quand Mithridate arrive? Quand pour le recevoir, chacun court sur la rive? Que faites-vous, madame? Et quel ressouvenir tout à coup vous arrête et vous fait revenir? N'offenserez-vous point un roi qui vous adore, qui est presque votre époux? Il ne l'est pas encore. Et jusque-là, je crois que mon devoir est de l'attendre, ici, sans l'aller recevoir. Mais ce n'est point, madame, un amant ordinaire. Songez
qu'à ce grand roi promis par un père, vous avez de ses feux un gage solennel qu'il peut, quand il voudra, confirmer à l'autel. Croyez-moi, montrez-vous, venez à sa rencontre. Regarde, en quel état tu veux que je me montre. Vois ce visage en pleurs et loin de le chercher. Dis-moi plutôt, dis-moi que je m'aille cacher. Que dites-vous? Ce Mithridate n'est pas une captation, c'est bel et bien un film tourné au théâtre de Strasbourg. Le décor en est sobre, le plateau nu à l'exception d'un fauteuil, d'un globe terrestre et d'un rideau chatoyant. Il fait sombre, brillent seulement les costumes or et argent des comédiens. Philippe Chevillet. Eh bien, on est effectivement, comme disait Charles, tout à fait dans la même configuration que pour Actéon, puisque là, c'est un spectacle qui était prévu au Théâtre national de Strasbourg et qui est devenu un film. Et je dois dire qu'avant le visionner, j'étais assez rassuré parce que je pensais que le travail d'Éric Vignier ça s'intégrerait tout à fait dans une version filmée. Il y a peu d'éléments de décor, comme vous le disiez. C'est un plasticien qui fait des scénographies en même temps que les mises en scène. Et ces jeux de lumière et les éléments qu'il utilise, qui sont souvent placés des accessoires un peu comme des reliques, des éléments comme ça forts qui s'inscrivent dans la nuit du théâtre, ça fonctionne très bien avec la caméra. Avec cet élément qui est le rideau de perles, qui est un rideau, alors je vous le dis parce que techniquement je trouve que c'est un rideau d'1 million de perles de Bohême, de 7 mètres de hauteur, du mètre de large, 3 diamètres de perles, 5 teintes de bleu, 350 kilos, qu'il a déjà utilisé dans d'autres pièces, mais différemment. Et là, on a vraiment l'impression de joyaux qui s'abattent sur la scène. Alors, soit ils jonchent le sol, soit ils s'élèvent comme un rideau, soit ils tournoient, et c'est extrêmement beau. Alors, donc, il a fait de cette pièce qui est très intéressante parce que elle est entre Bajazet et Iphigénie, et donc on a à la fois le portrait d'un homme qui est en train de comprendre qu'il est en train de disparaître et qu'il est en train de perdre le pouvoir et qui va mourir parce que en fait si on le revoit revenir sur scène, il a été battu par les Romains, il a pu s'échapper, mais on sait que ce n'est qu'un sursis. Et en plus, ce personnage Mithridate, c'est mithridatisé, c'est-à-dire qui a le poison, qui a pris du poison toute sa vie pour se protéger, en fait empoisonné à la fois par la vieillesse, par la trahison, par l'amour, et c'est une civilisation en même temps hellénistique qui disparaît. C'est vraiment une pièce intéressante et qui est menée, mais j'y reviendrai, comme un opéra funèbre par Éric Vignier. Pas facile pour autant dans sa structure, elle est composée de très très longues tirades et monologues, donc peu dialogués. Charles Ardenne. Alors, en effet, ce sont beaucoup de longs monologues, mais Éric Vignier en est bien entendu pleinement conscient, et de fait, eh bien, il le met en scène. C'est pour ça que les personnages sont très souvent isolés, très distanciés les uns des autres, parlent d'ailleurs très souvent à la caméra plutôt que d'être dans des formes quelconques de dialogue. Et lorsque, enfin, ils interagissent, lorsque, quelquefois, ils se touchent, eh bien, évidemment, ça rend d'autant plus violent et intense leur contact. Et tout cela, en effet, se déroule autour, derrière, à travers ce rideau dont parlait Philippe, qui est une œuvre d'art parmi d'autres œuvres d'art. Hein. Sur le plateau, il y a aussi la colonne sans fin de Brancusi. Et puis, vous l'avez dit, un globe terrestre très sombre. D'ailleurs, ce rideau, qui est fascinant, justement, comme disait Philippe, il avait déjà été conçu. J'ai lu qu'il avait été conçu pour Savannah Bay, qui marquait en 2002 l'entrée de Marguerite Duras au répertoire de la Comédie Française. Et c'est pas seulement une anecdote, puisque Éric Vignier s'inspire beaucoup de la manière dont Marguerite Duras lisait et analysait Racine, en disant justement qu'il s'agit d'un théâtre très lu et très parlé. Et donc, on est face à une forme tout de même visuelle, mais de spectacle radiophonico-scénographique. En ça, c'est tout à fait fascinant, j'ai trouvé.
Alors, est-ce que ça pose pas des problèmes de jeu quand même, cette histoire de théâtre filmé? Parce que, en effet, les acteurs qui sont des grands du théâtre, je vais les citer, Thomas Joly, Philippe Morier-Genoux, Stanislas Nordet, Jules Sago, Jutta, Johanna Weiss, qu'on entendait là en monime, ça peut avoir quand même des limites, leur jeu devant caméra, le côté regard caméra très appuyé de ces personnages raciniens. Philippe Chevillet, qu'est-ce que vous en pensez? Alors d'abord, je pense que c'est pas un problème forcément de caméra, parce que c'est un jeu qui est très marqué et qui est choisi. Il l'avait choisi aussi pour Claudel précédemment. Et donc on a ces monologues qui sont très chantés, d'une certaine façon déclamés. On est dans un théâtre qui veut pas du tout jouer la carte du naturel, du langage d'aujourd'hui, du phrasé d'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un peu comme une musique. Je pense que beaucoup de téléspectateurs peuvent effectivement être rebutés, alors à la fois peuvent être séduits par la beauté plastique, mais il faut effectivement faire un petit effort pour entrer dedans, parce qu'après il y a une chose quand même qui m'a touché, c'est qu'on entend extrêmement bien la langue de Racine, mais il faut s'y acclimater, il faut attendre un petit peu. Alors c'est vrai que c'est amusant de retrouver un couple qui est celui du père et du fils, entre Stanislas Nordet, qui a quand même un magnétisme et qui joue très bien un personnage plus vieux que les personnages qu'il joue d'habitude, puisque là évidemment c'est le vieux roi Mithridate qui va... Mais, plus jeune peut-être que le personnage le voudrait, mais plus vieux que les personnages qu'il joue d'habitude. Et son fils Thomas Joly dans un rôle beaucoup plus beaucoup plus fragile, beaucoup plus nerveux. Je trouve que ça fait des beaux contrastes, avec en plus le rôle de Monime, qui est aussi très bien interprété de façon un peu avec beaucoup de grâce et beaucoup de recul aussi, mais c'est vrai que c'est un phrasé qui est quand même qui est pas évident pour quelqu'un qui n'est pas habitué au vers racinien. Charles Ardenne, là-dessus, sur la qualité de jeu, sur l'interprétation, est-ce que la télé fait au vers racinien? Je ne sais pas si c'est la télé qui fait ça au vers racinien, mais en tout cas, ces acteurs en particulier font énormément de mal, j'ai trouvé, au vers racinien. Moi, je vais être très honnête. Depuis que j'ai vu pour la première fois la retransmission, donc c'était sur la chaîne Culture Box, puis sur France 5, puis ensuite, depuis que c'est passé, ça fait des semaines que je m'astreins à essayer de le regarder, à essayer de tenir. Honnêtement, je crois que j'ai réussi qu'une seule fois à le regarder de bout en bout, parce que franchement, voilà, le jeu de Stanislas Nordet, moi je ne comprends rien de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut dire, de ce qu'il fait de la langue de Racine. Il rajoute des silences au pire moment. Du coup, il déforme l'essence, il déforme les propos. Il est malheureusement pas le seul. Alors en plus, moi je suis pas un spécialiste non plus de Racine, mais en regardant le spectacle, j'étais quand même un peu étonné, un peu interloqué. Donc je me suis dit, tiens, je vais regarder le texte en même temps. Ils ont fait des coupes dans le texte que je trouve incompréhensibles. Peut-être que ça renvoie à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le fait que le spectacle doit être court pour qu'il plaise aux gens. Mais si la stratégie désormais c'est de couper dans Racine pour qu'il soit agréable, je trouve ça vraiment, vraiment dommage, d'autant qu'avec tous les silences intempestifs que rajoute Stanislas Nordet, on aurait eu le temps de faire à peu près la même durée avec tout le texte. Philippe Chevillet, un tout petit mot. Il y a un rôle de suivante qui a été supprimé, ce qui fait qu'on a ramassé les rôles de suivant. Non, moi c'est vrai que ce n'est pas un style et un phrasé que c'est pas le style que je préfère, mais en tout cas je trouve qu'il y a ce parti pris avec cette élégance, encore une fois ce côté opératique et stylisé, avec des acteurs qui sont quand même de très grands acteurs. Moi j'ai entendu tous les vers raciniens pour le coup, donc ça ne m'a pas gêné. Donc moi c'est un genre de théâtre qui est particulier, mais qui je trouve d'une grande beauté formelle et qui porte le texte. Enfin, moi, je l'ai entendu, quoi. Voilà. Très bien. Mithridate, Éric Vignier, le film est disponible gratuitement sur Culture Box. La critique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, Charles Ardenne. Merci beaucoup, Philippe Chevillet. À la préparation de l'émission, c'est Taïssa Touendoy et Boris Pinault. À la réalisation, Perry Legras. Et à la technique, aujourd'hui, Florent Bujon. Vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture. Vous pouvez également vous abonner au podcast de la critique sur l'application
Radio France. Lundi, vous retrouverez Olivia Gesbert et La Grande Table. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une critique consacrée aux séries et aux arts plastiques. Au programme notamment la série britannique It's a Sin et un catalogue du musée du Quai Branly, Ex Africa.